Bonjour à toutes et à tous. On va Salut tout le attendre monde. que les gens arrivent. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, c'est vraiment très important pour nous. Les petits réglages toujours un peu en amont, être sûr. Hello Camille, Sarah, bonjour, bonjour, on vous entend bien, on vous voit bien. Pierre, si tu peux dire quelques mots? Ouais, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ça me concernait particulièrement apparemment. J'espère que vous m'entendez bien. Yes, on On entend t'entend super. bien, on te voit bien, Pierre, malheureusement. Ah, super. Malheureusement. Désolé, vous allez devoir subir ça pendant, je pense, au moins une petite heure, hein, mais on va essayer de rendre ça agréable. Bon, super. Non, merci encore pour bonjour, bonjour. Oh, ouais, beaucoup de personnes qui arrivent, c'est super. Alors, je vais partager une petite présentation. Je me connecte juste. Hop. Hop, je vais mettre. Je vais un peu vous spoiler, je suis désolée. C'est pas grave, on Comme vous fait c'est la présentation en reverse rapidement. Avant de commencer, on va d'abord se présenter. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est très content de vous accueillir et surtout pour commencer cette première semaine tournée vers le product. Et on débute fort avec ce programme crew ici présent sur comment se porte le marché du produit. Je pense que vous avez beaucoup de questions. On va tenter d'y répondre. En tout cas, ils vont tenter d'y répondre. Je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Ursula et je m'occupe de la partie Events and Community sur le campus du Wagon France. Et comme vous pouvez voir, je suis en compagnie de Pierre et de Mehdi. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez tous les deux nous dire un peu quelques mots, nous dire qui vous êtes? Yes, carrément. Ok, très bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au Wagon de nous accueillir. C'est vraiment top, c'est vraiment très cool. Moi, j'ai la chance d'avoir fait le Wagon il y a très longtemps, en 2015, batch 18. Donc, je suis un peu, quand je dis batch 18 aux gens que je croise, ils sont un peu en mode, ah ouais, t'es un ancien. Aujourd'hui, on est sur des batchs 1000 et quelques. Et puis, j'ai un peu continué derrière à travailler dans le product et à monter quelques projets entrepreneuriaux. Là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis à la tête de The Product Crew. Donc, on va un peu plonger dedans un peu après. Mais globalement, on est une communauté très forte, très engagée de product managers, de développeurs, de product designers, de data scientists, data analysts, bref, de tous les métiers. Ça regroupe absolument tous les métiers qui s'occupent du produit et de la tech. Et on est ravis d'être là pour parler du marché. Il y a beaucoup de choses qu'on va essayer d'évoquer. N'hésitez pas à nous dire, là, dès maintenant, si vous le souhaitez, dans le chat, quelles questions est-ce que vous vous posez là en ce moment en particulier. On tentera d'y répondre. Et Pierre, tu peux nous dire quelques mots sur qui tu es, toi? Yes, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, j'ai un background dans la finance et j'ai fait un autre bootcamp que le Wagon. J'ai fait Maestro. C'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Mehdi, qui était directeur de formation au bootcamp Maestro pour devenir product manager. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le milieu de la tech. Et 3 ans après avoir rejoint l'aventure TPC, j'ai un bon recul, disons, sur le marché, sur ce que demandent les entreprises, ce que veulent les candidats. Et c'est tous ces insights que je vais essayer de vous donner aujourd'hui. Ok, merci à tous les deux de vous être présentés. Nous, on est un peu curieux. Je pense que votre crew est aussi curieux. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'où vous venez, de quelle région? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes à l'étranger? Juste pour savoir, Lille, ok, j'ai vu Lyon, Paris, d'accord, Nantes. Donc, beaucoup de Français, Marseille, Annecy, ok. Donc, beaucoup de personnes qui viennent en France, Corse. Ok. À Lisbonne, intéressant, Lisbonne. J'espère qu'il fait aussi beau à Lisbonne, Londres. Ah, c'est génial. Ok. Donc, il y a pas mal de personnes qui on gravite plus ou moins autour de la France et plus ou moins autour de Paris. J'ai vu pas mal de Paris, Grenoble, Marseille, etc. Super. À Nantes également, c'est une des places. Ouais, il y a pas mal de. Juste avec des Narbonne. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez un petit peu le product? Est-ce que vous avez quelques notions de qu'est-ce que le product ou pas? Ah, et nous trois? Ah, très bonne question. Merci, Julien. Moi, je suis de Paris. Pierre et Mehdi, vous êtes de Paris aussi? On est à Paris, ouais. Oui, moi, toute ma vie, 30 ans de région on n'a pas la chance d'être à Marseille ou à Lisbonne
Ou à Londres, Non. même pas. Il y a Aurélien qui pose la question, le marché actuel en tant que Head of Product, Operational Yes. Manager, On va stratégique. en parler, ouais. On va en parler, Ok. très bonne question. Ça, ouais. Product UX, Product Junior, Designer graphique. Ok, donc il y a pas mal de personnes. Bonjour, donnant développeur formation en Product Management. Ok, Product Manager Junior. Ok, donc il y a quand même pas mal de personnes qui s'y connaissent plus ou moins ou en UX Designer. Ok, CPO, Lead UX. Ok, donc c'est plus pour savoir justement en termes de vocabulaire, pour pas que des personnes se sentent perdues. Donc pour nous, c'est toujours intéressant de savoir déjà d'où venez et à quelle population on s'adresse en général. Ok, donc il y a pas mal de... Ah, en formation en chef de produit. Ah, Pierre. Ok, en data. Super. Ah, il y a une personne en data pour l'instant. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Ok, donc quand même pas mal de personnes qui sont dans ce secteur-là. Donc, le vocabulaire, ça devrait pouvoir se faire. En reconversion, j'ai une mini-expérience en tant que PO, incubateur chez Alliance et chargé de compte. Ok, dev, Internet. Ça me rappelle mon père quand il raconte ce que je fais à ses potes. Internet. Voilà. Très bien, Paul. Tout le monde a déjà connu ça, je pense, dans le produit, cette Ouais. peine d'essayer d'expliquer un peu ce que tu fais à des personnes qui viennent pas de ce milieu. Ah, il y a Sarah qui pose une très bonne question. J'ai souvent le côté entreprise, des confusions entre product owner et product Ouais. manager. On va essayer de déblayer ça aussi. Ouais. Bon, super. Donc, On va parler de tout ça. merci en tout cas. Continuez à commenter. On aime beaucoup cette partie interaction, donc n'hésitez vraiment pas. Donc, avant de débuter, on va d'abord présenter le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. N'hésitez vraiment pas à continuer à commenter, etc. On répondra au fur et à mesure. Alors, le wagon, qu'est-ce que c'est? Donc, le wagon, c'est une école de tech qui a été créée en 2013 et qui regroupe maintenant plus de 22 000 alumni, dont Mehdi en fait partie. On est classé numéro 1 au niveau des formations les plus reconnues. On a une note autour de 4,98 sur 5 sur plusieurs sites de recommandations. Et on est présent dans plus de 40 villes dans le monde, dont notamment, d'ailleurs, j'ai vu passer Marseille, Nantes, Paris, Londres, on est aussi, Lisbonne, on est aussi. Donc, pour l'instant, plus ou moins toutes les villes que vous avez citées, on y est. Donc, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour si vous êtes intéressé, si vous avez des questions ou juste par curiosité. Sachez que ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on vous accueillera. À la sortie du wagon, il y a sur les 22 000 alumni, il y a plus de 200 entreprises qui ont été créées, notamment Skello, Matera, En Voiture Simone, pour ne citer que. Et si on devait regrouper en termes de chiffre d'affaires, ça serait à peu près 862 millions de dollars. Donc, on propose différents types de formations, donc des formations soit en présentiel, soit en distanciel, donc formation data, développement web ou no-code. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était un peu partout dans le monde. Donc, voici une petite carte pour vous donner plus ou moins un aperçu de là où on est. Donc, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à y faire un tour. Donc, nous, on part du principe que chacun peut s'épanouir dans sa carrière, que ce soit à partir de la reconversion, soit dans sa carrière actuelle. Donc, pour sa reconversion, on propose différents types de bootcamp, de formation. Donc, soit pour être développement web, donc tout ce qui va être tourné product en général, product owner, product manager, dev, etc. Data science, data analytics ou data eng qui vient ouvrir récemment en partenariat avec Google. Donc, ces formations soit 100 en 200 heures, soit en 400 heures. On propose aussi des formations beaucoup plus courtes, donc des ski courses de 40 heures. Et ça, c'est des formations qui sont en ligne. Et c'est plus pour ceux qui souhaitent monter en compétence sur leur poste actuel, ou soit parce qu'ils sont curieux et voudraient avoir des compétences supplémentaires par curiosité ou par envie. Donc, on propose des compétences soit en data analysis, soit en no-code, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui manque beaucoup et qui a une forte demande par rapport à ça, soit en data science. Au niveau des financements, donc on propose des financements plus classiques avec Alma en paiement plusieurs fois ou avec possibilité de faire un prêt avec notre banque partenaire BNP Paribas ou des financements plus ou moins classiques, donc des financements publics avec Pôle emploi, votre compte CPF, aide régionale, etc. En fonction de là où vous serez, il y aura un type de financement qui vous seront proposés parce que chaque profil est complètement différent et les financements peuvent être complètement complémentaires.
Au niveau de l'employabilité, parce que ça, c'est assez important. Quand on fait une formation, on aime savoir où on va, c'est quoi les taux de reconversion, etc. Comment ça se passe au niveau du marché. On va parler bientôt du marché du product. Donc, au niveau du wagon, en moyenne, il faut 30 à 34 jours pour trouver un emploi. Donc, c'est plus de 93% de nos alumni, enfin nos étudiants, maintenant alumni, qui trouvent un emploi. On ne prend pas en compte les freelances. Et en termes de salaire médian, on est au niveau de 45K. Puisqu'on parle du product, il y a 13% de nos étudiants qui se tournent vers le marché du product. Donc, j'espère que ça marche porteur. En tout cas, j'espère que Pierre et Mehdi pourront nous dire ce qu'il en est par rapport à ce marché, parce qu'il y a de plus en plus de demandes et on sait que c'est des choses c'est un métier qui est assez intéressant, qui est assez nouveau. Et comme on a vu plus ou moins en amont avec les questions qui ont été posées, c'est que c'est un métier qui est, comme c'est nouveau, qui est compliqué. Et on a du mal à savoir se positionner, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Donc, j'espère qu'on pourra aussi vous étayer par rapport à ça. Quel hard skill, selon vous, pour être un bon product manager? Je pense que tout ce qui va être… Ah bon, je ne vais pas faire du spoil. On va en parler après. On pourra en parler après, mais je pense que Mehdi et Pierre vont y répondre mieux que moi. On note vos questions, hein, si ça peut vous rassurer. On note vos questions et on y reviendra. Merci. Voici quelques témoignages de nos alumni qui sont reconventionnés en termes de product. Tout à l'heure, je vous parlais de Scalo. Donc, on a Ariane Coulon qui est une des créatrices de Scalo et qui est la VP là-bas. Et on a Pierre Denuy qui a fait une reconversion et qui est maintenant travail chez BetClick. Voici les prochaines sessions de notre semaine product. Donc, n'hésitez pas à flasher ce QR code et à vous inscrire pour une des sessions qui pourrait possiblement vous intéresser. Parce qu'on a fait cette session, cette semaine dédiée au product, parce qu'encore une fois, on sait que c'est des métiers complètement nouveaux, c'est un métier qui change. Il y a de nouvelles technologies qui apparaissent à chaque fois. Et donc, c'est bien de se tenir un peu au courant de l'actualité, qu'est-ce qui se fait, quel sujet je dois bosser, quels sont les outils qu'il faut absolument que je connaisse pour pouvoir monter en compétence et trouver du travail à côté, ou être toujours performant dans mon métier, puisqu'il y a pas mal de product owners, product managers qui sont présents. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Avant de laisser maintenant la parole au speaker qui est ici présent, en bas, vous avez un onglet questions. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser pour qu'on puisse regrouper toutes les questions et qu'on puisse répondre au fur et à mesure. Et je m'arrête là et je laisse la parole à Mehdi et à Pierre. Je vous laisse la main. Ok, merci beaucoup encore une fois Ursula. C'est très cool d'avoir pu organiser, il y a tout l'amont également avant d'organiser un événement comme celui-là, donc c'est très cool et j'espère que ça va vous être très utile. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner quelques tendances, quelques grandes idées sur à la fois ce qu'on voit émerger nous dans nos discussions avec des head-of, des VP, des CEO, des CPO, des CTO, et également quelques data et des exemples. Donc honnêtement, on va essayer de rendre ça très très participatif en commençant par un espèce de panorama des métiers. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je suis sur la slide « C'est quoi le product management ?» Donc, on va essayer de parcourir un petit peu les grands métiers qu'on a dans le produit, parce qu'on parle de product management, donc de gestion du cycle de vie d'un produit. Maintenant, il y a beaucoup de métiers derrière ça. Il y en a beaucoup qui naissent, il y en a d'autres dont la tendance recule. On va essayer de voir ça. Et si je vois qu'il y a des CPO il y a des head-off, il y a des seniors dans le public, n'hésitez pas à soit me corriger, soit à compléter. Donc, lorsqu'on parle de PM, on parle de quelqu'un qui va être plutôt chef d'orchestre dans la création et le développement d'un produit tech. Donc, l'objectif, ça va être de répondre aux besoins des utilisateurs, des clients, d'aller beaucoup plus loin que ça et de soutenir quelque part la croissance de ton entreprise tech. Et ça, c'est hyper important de garder en tête cette notion qu'on n'est pas là uniquement pour répondre aux besoins des utilisateurs, mais aussi pour soutenir la croissance d'une entreprise tech. Il n'y a pas que ça. Donc, ça passe par énormément d'attributs. Donc, définir la vision, collaborer avec plusieurs teams, notamment des devs, la team marketing pour connaître les besoins, pour savoir marketer les fonctionnalités, gestion d'un backlog, gestion de la priorisation des fonctionnalités. Il y a pas mal de méthodes également dans le métier du product. Voilà, c'est un métier assez 360, extrêmement passionnant que j'ai eu la chance d'exercer à titre personnel dans plusieurs startups.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se dirigent vers ça. Ça fait appel à des compétences variées, à la fois techniques, stratégiques, interpersonnelles. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres types de métiers dans le produit. Vous avez, par exemple, alors je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides ou si c'est toi, je crois que c'est moi. Ouais. Vous avez différents métiers. Vous avez le métier de product owner, par exemple, où là, on va être sur un individu qui va plutôt gérer, moi j'appelle ça le back-office du product management, donc la gestion au quotidien du développement de fonctionnalités, de la priorisation, du backlog. En termes de collab, on est plutôt avec les développeurs. C'est plutôt un job qui va être soit très très spécifique à une expertise, pardon, donc vous allez avoir des data PO par exemple, soit qui va être assez early et qui va être un peu là pour soutenir le job du product manager de votre startup qui en général va être le ou la CEO. Et c'est une très très bonne porte d'entrée vers ce métier de PM. Vous avez tout ce qui va être environnement du product design. Merci de répondre, de compléter aussi les réponses aux questions, c'est cool. Vous allez avoir tout ce qui est product design. Donc là, on va être plutôt, en fait, ça va être une extension, une évolution des métiers de UX designer et du UI designer. On va s'occuper de l'expérience utilisateur, de l'amélioration de l'expérience utilisateur, de l'amélioration de la conception visuelle, mais on va aller beaucoup plus loin dans le sens où on va rentrer dans des considérations stratégiques. Vous allez avoir les métiers de Product Ops qui ont popé depuis 2-3 ans, qu'on a vu émerger dans des organisations comme Payfit par exemple, Glady, des organisations qui ont entre 10-15 personnes au produit, énormément de squads. Donc voilà, on a voulu rajouter cette strate, cette couche qui vont être un peu les product managers des product managers, c'est-à-dire les personnes qui vont venir faciliter l'organisation, la communication et les processus en interne, ajouter des outils, optimiser. Pareil, métier hyper passionnant, surtout si vous êtes bon en opération. Hop, vous avez évidemment le métier de PMM qui a le vent en poupe, qui a pas mal émergé ces dernières années. Plutôt pareil, dans des organisations de type scale-up, où l'idée, ça va être de faire de la recherche utilisateur beaucoup en amont, mais aussi de soutenir un peu le product manager dans les stratégies go-to-market, la commercialisation, la formation des sales et des autres équipes, les stratégies de vente diverses et variées. Évidemment, vous avez des métiers un peu plus high level, stratégiques, comme les métiers de CPO, voire de VP. Là, on va être plutôt sur des organisations qui sont en série A, série B, voire plus, qui ont plusieurs équipes. Head of aussi, on va être plutôt sur des organisations qui ont divers strates, diverses couches, où plus on va monter, entre guillemets, plus on va avoir du management, avoir un impact sur la vision et sur l'organisation. Voilà. Ça, je voulais qu'on commence par cette espèce de panorama. Maintenant, gardez en tête une idée assez directrice qui est que le rôle va vachement dépendre de votre organisation, du type de produit et du secteur d'activité. Donc, on va pas faire du produit dans une organisation de la maturité de une scale-up, une entreprise tech qui sort qui est à Station F ou qui sort de eFounders, d'un studio ou qui se monte versus une scale-up ou encore moins un Google. Nous, les product managers qu'on rencontre qui sont chez Google travaillent généralement sur une partie du produit ou sur un scope assez particulier. Là où un ou une first product manager ou first product designer va avoir énormément de casquettes, va avoir une casquette de lead, va faire du PM, va faire du PO, va avoir un esprit vachement entrepreneurial, mais vachement surtout multitâche. Voilà, ce qui est encore différent en fonction du secteur d'activité. On va avoir des products qui vont pas prioriser typiquement de la même façon si vous travaillez sur la commercialisation d'un produit qui concerne des grandes entreprises versus si vous travaillez sur un produit mobile comme une app de dating par exemple. Donc le rôle va vachement varier et c'est important de comprendre ça pour savoir soi-même comment se positionner sur ce marché-là et comprendre où est-ce qu'on pourrait avoir le plus de valeur.
Et je me permets très rapidement de compléter ce que tu viens de dire, Mehdi. Le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous arrêter sur les titres. Vous allez voir passer pas mal d'offres. Mais vraiment, il l'a dit, voilà, un premier profil produit au sein d'une startup. Il va aussi bien avoir des responsabilités de product marketing, parfois de product design. Donc vraiment creuser les titres, pas vous arrêter sur un titre PO en disant moi je veux du PM, PO je vais faire que de la delivery. Je connais des product owners qui font énormément de discovery. Je connais des product managers qui font beaucoup plus de delivery que de discovery parce qu'ils sont tout seuls et ils sont un petit peu sous l'eau. Donc, vraiment regarder dans le détail des tâches qu'on va vous confier et le scope des responsabilités. Effectivement. Alors, on va essayer de dresser un petit constat rapide. J'ai une question avant de plonger dedans à vous poser, qui c'est pour ceux qui ont candidaté récemment, là, sur l'année passée en 2023, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans vos candidatures? Mehdi, excuse-moi de te couper juste 2 secondes. Il y a une personne qui vient de dire Delivery and Discovery, ça ne me parle pas. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est? Ouais, complètement. On va être sur on parle ici des grandes missions du job de product manager. Tu vas avoir la discovery qui va être le fait de comprendre les besoins, les tendances sur ton marché, sur tes utilisateurs, à travers diverses méthodes, à travers des questions, à travers de la data également, à travers des retours terrain. Et tu vas avoir la delivery. En fait, la discovery, ça va te permettre de savoir finalement quel projet, quelle fonctionnalité tu souhaites accélérer et mettre en place pour ton produit. Est-ce que, je sais pas, ça va être un module de paiement ou est-ce que ça va être améliorer l'expérience de navigation ou est-ce que ça va être sortir une app mobile ou que sais-je. Et puis ensuite, tu vas avoir tout ce qui est delivery qui vont être l'ensemble des missions qui vont consister à mettre en œuvre en fait ces fonctionnalités, faire en sorte qu'elles sortent à temps, qu'elles soient testées, utilisées et que tu puisses avoir un certain nombre de retours utilisateurs. Je sais pas si c'est plus clair. Ok, super. Merci beaucoup pour les tendances que vous rencontrez, les difficultés que vous rencontrez. Ça va nous aider en ce moment lorsque vous candidatez. Ça va vachement nous aider. Là, je vois des recentralisations des postes à Paris, le présentiel, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Sur le télétravail, j'en profite vu que tu en parles, Étienne, mais en gros, nous, on voit 2 tendances maintenant, enfin 3 tendances, le recul du full remote. En région, on accepte, c'est à peu près les seuls cas où on accepte le full remote, mais avec une condition qui est de venir dans les bureaux 1 fois par mois, par exemple. Et à Paris, on est rentré clairement dans de l'hybride, du full hybride à 2-3 jours de présentiel par semaine. Les postes sont de la chefferie de projet, oui, faire gaffe à ça, mais ça a toujours été le cas. Recruteurs qui cherchent des experts marché, ouais, effectivement. Effectivement. Alors, donc, moi, 2015, c'est la période où je sors du wagon. C'est une période où le product management commence à vraiment avoir le vent en poupe depuis 2-3 années en France. À l'époque, on a des Captain Train pour les plus anciens qui se sont fait racheter par Trainline depuis, qui recrutaient massivement. On avait des Malte, on avait des Hitch et j'ai oublié l'ancien nom de Getaround. Ça va me revenir, mais voilà, on était sur ce genre de startup, beaucoup de B2C qui recrutaient Drivey, merci Mathieu, et qui recherchaient. Alors là, vous aviez quand même une barrière à l'entrée à l'époque. À l'époque, je parle comme un vieux, mais la grande tendance à ce moment-là, c'était ok, vous pouvez faire du produit si vous avez un profil assez strat, assez analytique et en même temps des bonnes connaissances de la tech et de comment ça fonctionne. C'était un peu, on cherchait un peu ce genre de profil. Les entreprises étaient filtraient énormément, donc il y avait de la demande et de plus en plus, mais beaucoup de filtres. Et ensuite, ça s'est vachement ouvert petit à petit, 2016, 2018, jusqu'en 2022. Hors période Covid, on a connu une énorme accélération, une énorme intensification, un espèce d'âge d'or en France du product management. Et c'est clairement tiré vers le haut par les énormes levées de fonds. On a connu
500 millions chez Content Square, Sora, Miro, Conto. Conto, ils ont levé. Ils ont annoncé dans la foulée qu'ils recrutaient plusieurs centaines de PM. Et des PM qui étaient même pas encore sur le marché. Donc en fait, on a connu un âge d'or, une diversification, beaucoup de squads. Il y a eu énormément de littérature. C'est un marché qui a eu le vent en poupe et un peu comme d'autres marchés. Enfin, on pourrait comparer ça à d'autres marchés, comme le marché du gros, par exemple, ou le marché des talent acquisition managers chez les recruteurs. Mais à la différence que le PM est quand même un marché qui est là depuis très très longtemps, mine de rien, en dehors de la France. Si on regarde d'autres hubs, d'autres écosystèmes tech, aux US, on fait du produit depuis les débuts d'Internet, au UK également. Et donc en fait, c'est un truc de longue traîne, mais qui a vraiment accéléré depuis 2018. Et là, 2023, ce dont on se rend compte, c'est que pour plein de raisons qu'on va pas évoquer maintenant, on a un marché qui lève moins, où les entreprises tech lèvent moins, où certaines scale-up arrivent à la fin de leur renouée, c'est-à-dire du cash qu'ils ont à brûler après une levée de fonds. Donc en général, vous avez entre 18 et 24 mois de renouée. Donc là, on arrive à la fin pour certaines. Et on va revenir dessus après, mais l'effet de bord de ce truc-là, les conséquences de ce truc-là, direct, c'est nouvelle barrière à l'entrée dans ce métier-là, mais pas pour les mêmes raisons, mais qui a exactement les mêmes conséquences. Du coup, on recherche des profils plus confirmés, des profils plus experts. Il y a plus de monde sur une offre donnée. Et donc, c'est un peu plus dur de se démarquer. Voilà, ça, je sais pas si vous voulez rajouter, Pierre. Rapidement là-dessus, en fait, mis à part le contexte économique global qui bien sûr joue sur les levées de fonds et donc sur les recrutements, on constate quand même qu'il y a un marché qui arrive à maturité aujourd'hui, là où c'était un marché très nouveau, donc il y avait aussi une petite bulle avec l'effet âge d'or, avec beaucoup de boîtes qui lèvent et donc forcément qui vont se mettre à rechercher. Et surtout, c'est ce qu'on constate, c'est pas mal de boîtes qui finalement ne savaient pas exactement les profils dont elles avaient besoin, qui aujourd'hui commencent à beaucoup mieux cerner justement de quel type de profil produit elles vont avoir besoin. Est-ce que c'est des gens plutôt techniques? Est-ce que c'est des gens qui viennent plutôt du business? Est-ce que c'est des gens avec une coloration de design? Mais donc voilà, on constate quand même que le marché devient plus mature et donc forcément sait un peu mieux, disons, ce dont il a besoin. Alors, ça rejoint quand même une question qu'on se pose, que s'est posé l'écosystème il y a quelques mois quand le fondateur d'Airbnb, Brian Chesky, a annoncé que dans sa boîte, ils allaient uniquement recruter des product designers et qu'ils allaient uniquement mettre en avant des product designers. Et tout le monde a commencé à paniquer sur LinkedIn. Est-ce que c'est la fin du product management? Est-ce que c'est la fin du product management? Non. Enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une tendance de fond qui est là pour rester. Les produits tech, aujourd'hui, nous, on travaille avec 600 entreprises tech. On échange énormément avec des CEO, des CTO. Elles reconnaissent toute l'importance, même si certaines ont mis en pause les recrutements, sont arrivées un peu à maturité. C'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même une tendance qui est là pour rester et pour une raison simple, c'est que un produit tech, enfin le fait de faire du produit dans une entreprise tech diminue les coûts et en fait valorise beaucoup plus le produit en question et la startup en question. Donc en fait, ça sera là pour rester et ça sera là pour accélérer. Ça va probablement se transformer et c'est un peu et suivre la transformation de l'écosystème. Et c'est un peu notre hypothèse sur ce qui arrive là en 2024. Il y a une question qui a été posée dans la partie questions qui a rapport avec ce que vous avez dit, c'est que maintenant qu'avec cette recherche de profil de plus en plus confirmée, de ce que vous allez dire, comment les product juniors peuvent se démarquer ou se mettre en avant sur le marché? Donc, ça va vraiment être une grosse partie qu'on va développer là sur les prochaines slides. Donc accrochez-vous, restez là. On va développer cette partie-là. Bon, j'avance. Donc
là, un des enseignements lorsque vous sortirez aller déjeuner, un des enseignements gardez en tête, c'est que en ce moment, il y a quand même une inversion ou alors un rééquilibrage, on va dire, entre la demande côté candidat versus l'offre côté entreprise. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même beaucoup d'entreprises en early, en série A, qui continuent de recruter, qui restent assez, qui continuent de filtrer, de pas mal évaluer et voilà, mais qui continuent le recrutement. Et vous en avez beaucoup en ce moment qui préparent leur prochaine levée de fonds fin 2023, début 2024, donc et qui sondent le marché, qui vont avoir des besoins et donc il y a une vraie tendance de ce côté-là et on va creuser un peu plus après sur les types de secteurs qui recrutent. Vous avez un effet d'opportunité en ce moment chez les startups, les scale-up, et c'est normal. On a moins cette bulle salariale il y a 1 an ou 2 ans où tu sortais d'école, tu avais 2 ans d'expérience, tu pouvais négocier un 4/5e ou un full remote à 70K en product design ou en product management, c'est moins le cas. Et donc, en fait, aujourd'hui, les entreprises tech bénéficient d'un effet d'opportunité où elles peuvent recruter des experts ou alors des confirmés ou support seniors à moindre coût. Ça, c'est une vraie tendance et celles et ceux qui le comprennent et qui en jouent de manière intelligente arrivent à bien naviguer dans le contexte actuel. Vous avez aussi une grosse diversification en ce moment des profils qui sont, pareil, c'est une tendance de fond. On cherche plus de profils féminins dans le produit, dans la tech. On recherche des gens avec des backgrounds socio-économiques, socioculturels divers. Et aussi sur l'âge. Sur l'âge, on est moins dans le. En fait, on est moins dans dans les équipes d'un point de vue RH. Et nous, on discute avec beaucoup de talent acquisition et de HR. Beaucoup nous disent que c'est un des enjeux au même titre que le recrutement, que les process, que la marque employeur ou autre. Gardez en tête ces notions, elles vous permettent de mieux comprendre et de mieux naviguer le marché. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. N'hésitez vraiment pas. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, rapidement, parce que j'ai vu que ça a fait réagir cette phrase profil expert ou confirmé à moindre coût. Je pense qu'effectivement, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est tout simplement un effet de marché. Aujourd'hui, on le constate, il y a beaucoup moins d'offres sur des niveaux lead product manager, head of product, sur des rôles avec du management. Donc, en fait, c'est assez simple. Les candidats qui sont prêts à parfois revoir leurs prétentions salariales à la baisse vont avoir la priorité. Et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'offres au niveau de, par exemple, des packages à 100K+, ce qu'on pouvait voir assez fréquemment sur des rôles de Head of Product il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Là, ça va être beaucoup moins le cas. Mais donc, pour ceux qui veulent se maintenir absolument à 100K+, ils vont se retrouver parfois en concurrence avec d'autres profils qui ont la même seniorité, mais qui, eux, acceptent de prendre un cut salarial, acceptent parfois de repartir vers des entreprises plus early stage, avec un package potentiellement d'equity qui soit plus intéressant. Mais voilà, tu as vraiment ce jeu de plus de candidats qui acceptent des cuts, et donc forcément, ça joue sur les salaires au global. Adam Smith. Ouais. oui, effectivement. Et il y a des questions, si je peux intervenir, excusez-moi, par rapport à l'âge. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'ai vu l'âge, c'est juste une très bonne nouvelle. On avait des startups qui recrutaient beaucoup des profils très jeunes et aujourd'hui ça s'est complètement ouvert, cette barrière a complètement sauté en fait. Donc voilà, c'est un peu pour préciser cette question-là. C'est qu'importe l'âge, on peut rentrer dans l'âge, ouais. Qu'importe l'âge. L'âge minimum. Effectivement, ouais. Ok. Ok. Deuxième grosse tendance, c'est plutôt sur les scale-up. Les scale-up, on va être plutôt sur des exigences de rentabilité assez fortes. Effectivement, les investisseurs, c'est normal, les VC viennent les voir, leur demandent d'être plus rentables.
regarde beaucoup des métriques comme les EBITDA ou ce genre de choses. Et donc, il y a une grosse volonté de maîtriser la renta. Et donc, il y a beaucoup de coûts en fait qui sont liés à l'innovation et qui en pâtissent. En ce moment, ce que recrute beaucoup Escalade, c'est plutôt des sales et plutôt des profils marketing. Cool pour eux, moins pour les profils tech et produits. Où on va demander à des head-off, à des seniors PM, à des PO de faire plus de faire plus avec les mêmes conditions qu'avant. Et vous avez un phénomène de hiring freeze, donc arrêt des recrutements. Une belle faute d'orthographe, mais chez Open Classroom notamment, par exemple, qui ont connu un plan, je crois, en avril dernier, où 25% des effectifs sont partis, chez Encore Store, chez Arturis, chez d'autres startups, enfin chez d'autres scale-up. Ça ne veut pas dire qu'on est sur des marchés moins intéressants, mais ça veut dire que, mais pareil, ça veut dire que ce sont des idées et des réflexions à prendre en compte dans votre réflexion globale. En gros, nous, ce qu'on va vous donner, c'est un peu la composante. C'est pas la composante qu'est-ce que je veux faire, c'est un peu la composante de quoi est-ce que le marché a besoin. Et à vous de faire votre tambouille pour savoir où est-ce que comment est-ce que vous positionnez là-dedans, quoi. All right. J'ai une question, il y a Ouais. par rapport à l'âge, encore une fois, désolée. Ouais. Est-ce que même si on est à 51, 55 ans et plus, on peut quand même s'orienter vers le marché de product, manager, owner? Tout va dépendre de l'expérience qu'on a derrière, c'est ça? Ouais, encore une fois, ouais, exactement. Ça va dépendre de ton expérience. Ça dépend de beaucoup de choses. Pour le coup, enfin, nous, ce qu'on constate sur l'âge, c'est que c'est plus un problème. D'accord. C'est plus là où avant c'était un sujet parce que pour des questions de culture en fait beaucoup. Oui. Là aujourd'hui c'est moins un sujet. D'accord. Et je dirais que c'est moins un sujet de manière un peu aussi un peu économique dans le sens où ouais, en ce moment on veut se diversifier, mais surtout là où il y a quelques temps les profils qui venaient de grands groupes qui avaient une certaine maturité professionnelle qui apportaient énormément coûtaient très cher. Là c'est moins le cas là maintenant avec un effet bulle qui s'est dégonflée et salaires qui se sont un peu calmés, quoi. Merci Mehdi. C'est un peu le pire moment pour changer de job. Ça dépend, encore une fois, ça dépend. Ça dépend de ta situation, ça dépend de beaucoup de choses. Nous on pense pas. On pense pas que ce soit le pire moment. On pense que ça dépend de ta trajectoire. Des secteurs qui recrutent beaucoup en ce moment. Lorsqu'on parle de transformation, c'est pas mal de regarder un peu comment est-ce que le marché se transforme dans les secteurs qui recrutent. Alors là, j'ai une question à vous poser aussi. Je me suis noté des questions à vous poser. Là, j'ai une question à vous poser. C'est quels sont les exemples de startups que vous avez qui recrutent, les exemples d'entreprises tech que vous voyez autour de vous qui recrutent en produit au sens large. Alors, Decathlon, ouais, Decathlon, j'allais en parler. Back Market, Ouais. Santéia beaucoup. Santéia beaucoup. On a du Glimmer qui recrute en ce moment dans la radiologie. Santéia, c'est un gros truc. C'est un des gros use cases de l'IA en ce moment, la santé. WeFit dans le conseil, on a beaucoup de boîtes de conseil, AXA. Donc ouais, effectivement, ça recoupe un peu ce qu'on voit, ce qu'on dit. Singular, t'es sûr de toi là? Alors, donc on a des boîtes qui vont toucher à des problématiques naissantes. Donc Worklib dans la gestion de l'hybride et du télétravail. Glimmer dans la gestion dans les problématiques de radiologie liées à l'IA. Donc tout ce qui va être problématique naissante, tout ce qui va être tendance sociétale, on en parle un peu plus bas. En ce moment, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus de gens qui veulent soit épargner, soit faire de l'investissement locatif. Bah, vous avez des boîtes comme Indie, comme Mastéos. Donc tout ce qui va être problématique sociétale naissante, regardez là-dedans. Et là, c'est hyper intéressant pour vous, surtout si vous avez été head of, CPO, que maintenant on vous propose des jobs de individuel contributeur, de lead, de senior. Faire des paris sur des entreprises tech qui taclent des marchés naissants, c'est vraiment le bon moment, quoi. On est dans un moment où en fait, il faut faire des paris, quoi. Vous avez besoin de faire des paris, pas regarder les industries un peu old school, mais plutôt regarder celles qui sont naissantes, qui vont faire la tech des 5-10 prochaines années.
L'écologie, beaucoup. L'écologie, la maîtrise des coûts, bien sûr, toujours. Tout ce qui va aider les boîtes, des organisations à maîtriser leurs coûts, pas mal. La, la green tech, la clean tech aussi. Des boîtes comme Osiris dans l'agriculture. Des boîtes comme Smartway dans la gestion des déchets. C'est des boîtes qui recrutent beaucoup, qui ont pas mal levé. Il faut savoir que la green tech, c'est absolument le seul secteur d'activité qui, dans les 6 premiers mois de l'année, a connu une croissance dans les levées de fonds. C'est le seul secteur, dans toute la tech. Les PME tech, il y a des énormes enjeux. Regardez des boîtes comme Meilleur Taux, par exemple, des early stage qui arrivent à lever des fonds. Branchez-vous sur des canaux comme Crunchbase, par exemple. Aussi en vrac, le conseil recrute beaucoup en ce moment. Normal, il y a des besoins dans les grands groupes notamment. Les grands groupes continuent de recruter, enfin internalisent beaucoup. Decathlon est un très très bon exemple. L'IA évidemment et les tendances sociétales, on en a parlé. Des boîtes ouvertes au full télétravail. Encore une fois, c'est vraiment une tendance. C'est pas du tout la tendance le full télétravail en ce moment. Même pour les devs, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent là-dessus pour plein de raisons. Hein, chacun a ses raisons, mais voilà. Vous avez beaucoup de. En ce moment, c'est l'hybride, quoi. La grosse tendance, c'est l'hybride. Encore une fois, sauf si vous êtes en région. Alors. RIP, le full remote. Si je peux me permettre rapidement, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de levées de fonds qui vont se faire. On en a vu pas mal ces dernières années sur des promesses type on vient digitaliser un secteur très papier, très à l'ancienne. Ça a pas mal, il y a pas mal de boîtes qui ont levé des fonds. Aujourd'hui, on arrive un petit peu au bout, disons, des secteurs à l'ancienne à digitaliser. Donc là, on voit qu'il y a une vraie prime, disons, aux boîtes véritablement innovantes. Donc, notamment là, Mehdi on a parlé sur des sujets d'IA, des sujets deep tech. Mais c'est ce qu'on constate sur les dernières levées de fonds. Aujourd'hui, elles se font plus dans ce sens-là. Yes, effectivement. Usain, oui, effectivement. On parle après des salaires. Exercer ces métiers à temps partiel. Sur le design, oui, peut-être. Sur le product, un peu moins. Alors après, en freelance, on le voit parfois, des personnes qui interviennent 3-4 jours semaine, mais ça reste des métiers assez essentiels au fonctionnement aujourd'hui d'une boîte tech. Vraiment très core, disons. On a affaire à tous les stakeholders, aussi bien parfois les fondateurs que les développeurs, que les utilisateurs. Donc ça, c'est assez rare, disons, d'avoir des missions à temps partiel. Yes. Les compétences requises, je vais pas m'attarder là-dessus. Ça, c'est un peu les compétences de base lorsque vous faites du product management, pas du product marketing, mais du product management. Vous avez un mélange de pas mal de choses, de background technique, de sens produit, ce qu'on appelle production, donc la culture, les méthodos, la vision, de mindset startup, quoi. Désolé pour tous les anglicismes, mais c'est vraiment inhérent à notre secteur. Voilà, vous avez aussi une grosse distinction entre le B2B, le B2C, de sens business aussi. Donc, c'est un métier assez complet, quoi, très exigeant. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vraiment d'une boîte à l'autre. Le métier sera vraiment très différent, les compétences requises seront assez différentes et ça c'est un tip qu'on peut vous donner pour ceux qui veulent se lancer dans le métier, c'est d'essayer de jouer avec vos forces actuelles. Si vous avez un background plutôt avec une teinte UX, aller vers des produits dans lesquels il y a une vraie importance justement de l'UX. À l'inverse, si vous avez une composante un peu tech, si vous avez des facilités à comprendre les enjeux back, de base de données, les interdépendances, les produits assez complexes, tournez-vous justement vers cette typologie de produits. Mais voilà, si vous venez du milieu très deep tech IA, souvent vous n'allez pas vous y retrouver sur des produits très B2C où les enjeux vont être beaucoup plus sur du front, de l'expérience utilisateur. C'est ce qu'on constate nous aujourd'hui sur le marché. Question pour vous. Là en ce moment, si vous avez pris une formation, si vous vous formez à côté, une question qui va pouvoir t'intéresser aussi sur celui-là, qu'est-ce que vous développez comme expertise aujourd'hui? Quelle est l'expertise de 2023 que vous développez là en ce moment, en side ou dans votre boîte?
ça m'intéresse vachement. Et je confirme, ça m'intéresse aussi. Quelles compétences en ce moment sont demandées à la recherche d'emploi? Mortel. On a beaucoup de choses pour toi aussi sur le site de TPC là-dessus. Nos codes, l'IA, les product ops, la data, les prompts, PMM, ouais, l'IA, pas mal. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est les prompts pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est? Les bases de données, la discovery. Moi, je suis pas un spécialiste de l'IA. Pour moi, les prompts sont un peu les logiques de discussion avec une IA type ChatGPT. D'accord. Exactement. Ce qui va en fait, c'est l'ensemble des questions. Alors, peut-être que quelqu'un peut m'aider dans l'audience, mais c'est l'ensemble des questions qu'on peut poser. J'ai sorti la rame. Non, qu'on peut poser à un produit type ChatGPT. Ouais. Okay. Et je vois beaucoup passer de questions sur les salaires. Alors, je pense que vous allez être un peu déçus de cette réponse, mais ça dépend, c'est au cas par cas vraiment. Il y a des moyennes, des tendances bien sûr, mais aujourd'hui, on ne va pas forcément vous donner des chiffres en détail. On a des simulateurs pour ça. On a un simulateur qui est très bien fait. On a une étude aussi sur les salaires en product et en design, donc je vous inviterai à aller la consulter, mais ça va toujours dépendre de ce que vous avez fait avant. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est une reconversion vraiment, par exemple, d'un milieu qui était très éloigné de la tech et également, bien sûr, de votre background académique. Voilà, ça va toujours être pas mal de facteurs qui vont être pris en compte. Et si je peux intervenir aussi, c'est que, par exemple, parce que moi, Mehdi, je t'ai coupé dans ton intervention, nous, au Wagon, comme on a dit au début, c'est qu'on part du principe que ce que vous avez fait avant peut aussi vous apporter sur ce que vous allez faire plus tard. Imaginons que vous avez travaillé dans l'hôtellerie avant et que vous faites une reconversion en tant que product owner, mais vous voulez toujours travailler dans le système d'hôtellerie. Ce que vous avez appris avant, c'est un programme en plus, ce que vous avez apporté sur le marché en tant que PM par rapport à tech, tout ce qui est food, etc. Et ça peut jouer, bien sûr, sur les salaires, sur les compétences que vous avez apportées. Par contre, si vous étiez, par exemple, toujours dans l'hôtellerie et que vous partez demain dans la mode, c'est quand même un univers complètement différent et de ce que vous allez apporter est plus ou moins différent aussi. Il y a des choses que vous pourrez amener en avant et d'autres choses moins. Donc, ça va aussi jouer sur le salaire. C'est par rapport à ça aussi qu'il faut prendre aussi en compte et en considération. Yes. Alors, on a compilé un peu l'ensemble des besoins des startups avec lesquels on discute ces 3-4 derniers mois. Donc, voilà, quand on pose la question quel profil est-ce qu'on recherche, ce qui ressort le plus en ce moment, ça va être effectivement première chose, des profils hands-on. Donc, on va revenir dessus, mais profils hands-on. Deuxième chose, des profils très entrepreneuriaux, donc assez proactifs, qui comprennent les notions de valeur et les notions d'impact. Doueurs, donc en gros, il y a moins de besoin de management en ce moment, donc c'est des profils très doueurs, des profils T-chef, exactement, c'est ça, c'est plutôt généraliste en produit, mais avec une majeure quelque part, une spécialisation quelque part, que ce soit du gros, du mobile, ce genre de choses. C'est vrai que vous voyez des profils passer T-chef en ce moment sur LinkedIn. Le nom est un peu barbare, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et de la culture produit, beaucoup. Ça continue à être très très fort, on en parle un peu plus. Hands-on, c'est opérationnel, ouais, c'est très opérationnel. Hands-on et doer, oui, ça revient un petit peu au même, mais c'est voilà l'idée de pouvoir prendre des sujets directement soi-même et pas forcément avoir besoin d'autres profils pour venir compléter, d'être capable de gérer toute la chaîne de valeur finalement de bout en bout. D'autres profils, par exemple design ou ce genre de choses, ça peut être. Exactement, ouais. Et sur les... Excuse-moi, Amélie, j'arrive pas à te couper, dis-moi, c'est dingue. Si on devait faire une différence entre hands-on et dehors, si c'est à peu près la même chose, ça serait quoi en un seul mot, juste pour qu'on puisse… C'est une bonne question. Hands-on, c'est… Pour nous, ça va être quelqu'un qui n'a pas à avoir peur de prendre des missions opérationnelles, hein, de jongler entre la strat et l'opérationnel. Doer, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur plutôt de pas avoir une discovery ultra complète avant de prendre des décisions, prioriser et y aller sur des hypothèses, quoi. Donc ça peut paraître similaire, mais en fait c'est un peu différent. Ensuite, au niveau de l'expertise. Ah, une dernière question. Ouais. Parce que beaucoup, c'est passé assez rapidement, mais pas mal de questions. Est-ce que tu peux juste dire c'est quoi T-Shaped?
T-shirt, ouais. T-shirt, ça va être, ça va être assez généraliste. En gros, vous avez la barre horizontale pour dire assez généraliste, et puis vous avez la barre verticale du T pour dire avec une spécialisation, quoi, avec une spécialisation donnée. Et les spécialisations, contrairement à ce qu'on pense, elles sont pas, elles peuvent être très très différentes. Hein. On nous a déjà demandé pardon, quelqu'un qui connaît très bien le secteur du gaming, par exemple, ou quelqu'un qui connaît très bien le secteur du paiement. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a avantage à la personne qui connaît, qui a l'expertise. C'est-à-dire que on va préférer recruter quelqu'un qui a cette expertise en Web3, par exemple, en crypto, en blockchain ou autre, et qui n'a pas forcément des années de product management derrière, versus quelqu'un qui a bossé en scale-up, qui est product manager depuis très longtemps, mais qui n'a pas développé cette expertise-là. Donc, c'est normal parce que les connaissances sectorielles, c'est un peu ce qui drive l'innovation en produit, beaucoup. Enfin, moi, je trouve. Donc, connaître son utilisateur, hein, ouais. c'est des choses qui vont être demandées à des products. Donc, si on peut avoir quelqu'un qui connaît déjà ces choses-là et qu'on est prêt, disons qu'on a un petit peu de bande passante pour le former sur les méthodes de product management, ça va être un pari qu'on voit chez beaucoup de boîtes. Et à l'inverse, il y a certaines boîtes qui vont parier plutôt sur des profils avec une forte culture produit, une tête très bien faite, peut-être moins d'expertise sur le métier et justement sur le fait de monter en compétence là-dessus. Ça dépendra vraiment du métier, justement. Il y a certains métiers où on considère, quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a de l'appétence, il pourra vite monter en compétence dessus. À l'inverse, par exemple, pour la fintech, là, on va beaucoup plus demander quelqu'un qui a déjà connu l'univers bancaire avec la réglementation, avec des enjeux parfois un peu du KYC, ce genre de choses. KYC, exactement. Et ça va être une vraie valeur ajoutée, par exemple, dans la fintech. Ouais. Alors, donc, les expertises, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez bien senti en ce moment. Faut se former sur les sujets d'IA, sur les sujets Web3, blockchain, sur le no-code. Il y a beaucoup d'entreprises tech qui aujourd'hui valorisent énormément les profils no-code. C'est le cas, je sais que c'était le cas de Payfit à une époque. Beaucoup, vous aviez ce métier de product builder. Ils avaient développé leur propre langage. Ils ont développé leur propre langage tech et qui permettent à des product builders de faire de la delivery très rapidement en no-code sans avoir besoin de développeurs. Legal Start, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas mal. Si vous savez faire ça, après le wagon, c'est un truc qu'on acquiert pas mal à travers le wagon. Toutes les logiques grosses, et notamment grosses B2C, viennent répondre à des besoins très forts en acquisition et en conversion. Les connaissances sectorielles, évidemment, mais ça, c'est des choses qui s'apprennent plutôt sur le terrain. Donc, nous, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le paiement, le gaming, le mobile. Donc voilà, si vous avez quelque chose comme ça, développez-le, surtout si ça concerne des besoins qui vont émerger, grandir ces prochaines années. Développez-le, c'est précieux, c'est vachement valorisé, surtout si vous voulez faire du freelancing après ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, ce serait une des recommandations qu'on vous partage. Je vois quelques questions, on va essayer de passer dessus. Sur le growth notamment, la logique growth, ça va être vraiment tout ce qui concerne l'acquisition, la conversion et comment est-ce qu'on peut trouver des hacks rapides pour aller booster justement la conversion utilisateur. Et c'est très orienté revenu, c'est très orienté analyse de données, comprendre où sont les points de friction, où est-ce qu'on peut aller gagner, disons, beaucoup en faisant des petites modifications. Donc ça va être vraiment ça qui va être attendu d'un profil growth. Alors, pour répondre à cette question, ça va, c'est pas forcément savoir développer toi-même des produits IA, mais savoir comment connaître un peu quelles sont les problématiques techniques qui sous-tendent ça, tu vois, qui sous-tendent un produit IA. C'est un peu l'équivalent de comprendre la tech pour des product managers dans des outils classiques, genre SaaS, Marketplace. Donc voilà, il y a pas mal de petites formations qui existent sur Udemy. Il y a Google qui a lancé sa formation. Vous avez des choses assez pépites en ce moment pour monter assez rapidement dessus. J'avance. J'ai une question. Alors juste avant de poser cette question-là. Et Mehdi, je vais encore te couper. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est IA, sachez que demain, on a une autre conférence qui sera axée sur le product et l'IA, savoir comment ça fonctionne, etc. Et ça, on pourra plus rentrer en profondeur là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder en tête et pour demain.
Ouais, clairement. Ok. On va peut-être plonger, Pierre, vous en parlera mieux que moi, mais dans cette notion-là, qui est on veut des PM à impact, et en fait, on va insister beaucoup, beaucoup dessus, parce que c'est vraiment la première chose que nous disent les entreprises avec lesquelles on travaille. C'est quoi les critères? C'est qu'est-ce que tu recherches? Quelqu'un qui aura de l'impact, quelqu'un qui aura de l'impact. C'est vraiment la première chose, gardez-le en tête. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'impact? Parce qu'effectivement, dit comme ça peut paraître un Tiens, peu. Pierre, cadeau. Je vais vous donner un exemple assez concret, mais effectivement, toute la situation qu'on est en train de vous décrire, elle part un peu de ce constat aujourd'hui que voilà, il y a moins d'argent, l'argent se fait plus cher, hein, même s'il y en a certains qui essaient d'emprunter en ce moment. Côté particulier, vous devez le constater, mais donc ça, c'est vrai au global. Et donc forcément, les investisseurs qui vont être beaucoup plus regardants, notamment sur le ROI, et donc sur la rentabilité. Et donc, avoir de l'impact, ça va vraiment aller dans ce sens-là. Et c'est compliqué parfois de mesurer l'impact réel d'un PM. Je vous donne un exemple assez simple. Aujourd'hui, si vous êtes dans une boîte B2B, voilà, par exemple, moi, je vois des PM qui vont me dire j'ai fait plus 20% sur le CA en un an. Mais est-ce que c'est vraiment lié à des fonctionnalités ou à des choses qu'aurait mis en place le PM, ou tout simplement sur la même période, il y a eu x2 sur l'équipe sales. Dans ce cas, on peut se poser la question assez légitimement de se demander si c'était vraiment le produit qui a permis ce plus 20%. Et à l'inverse, il y a certains PM qui vont être dans des structures qui ne vont pas faire plus 20% sur le CA, mais on constate que sur un an, il y a beaucoup moins de churn, beaucoup plus de clients qui justement renouvellent d'eux-mêmes leur abonnement pour la solution, ce genre de choses. Et voilà, en fait, ça va être de pouvoir mesurer finement l'impact qu'a eu le PM. Et petits tips en entretien, c'est des choses que je vous invite à mettre en avant vraiment de manière très concrète. Et souvent, vous allez être challengé là-dessus sur justement qu'est-ce que vous avez vraiment produit, qu'est-ce qui venait de vous ou qu'est-ce qui finalement venait de la stratégie d'entreprise et vous l'avez appliqué. Mais donc, l'idée pour vous, ça va être de vraiment démontrer que vous êtes très héroïste dans votre mentalité et que vous avez pu mettre en place des choses qui ont eu de l'impact, vous avez pu les mesurer et donc vous avez un track record fort là-dessus. Est-ce qu'on peut essayer de justement de donner des exemples, de s'entraider entre guillemets, et bah voilà, si vous avez eu de l'impact sur une fonctionnalité, sur un KPI, sur quoi que ce soit, essayez de nous le dire là dans le chat. Où est-ce que vous pensez, enfin, quels exemples vous donneriez en entretien à la question quel impact est-ce que vous avez eu? Juste pour aider un peu ceux qui passent des entretiens en ce moment. Je peux vous en donner d'autres aussi, mais par exemple, avoir de l'impact, ça peut être réduire le nombre de tickets au support. Hein. Si on a une fonctionnalité, si on a un produit voilà, qui est très dépendant de fonctions support et qu'on réussit à faire diminuer de 50% les requêtes au support, bah, c'est un impact assez considérable pour le business. Ouais. Rétention. Des exemples, comment on fait une bonne méthode de mesure. Satisfaction client, réduire le nombre d'emails envoyés par les ops de X%, effectivement. Réduire le nombre de bugs, ouais, impactant. Et de la refonte du funnel sur le taux de conversion. Alors, celui-là, tu vas faire plaisir en entretien. Si tu fais ça, l'atteinte ou non des OKR, store review. Yes, carrément. No-ego, Team Spirit, par contre, en entretien, c'est notre réussite qui compte, et l'exit, et le no-ego. Ah, c'est. Là, Aurélie, tu poses une question où pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est pas évident de savoir quoi mettre en avant comme KPI. Ouais, alors attention, conseil que j'ai donné aussi à pas s'attribuer tous les mérites, ça peut être l'écueil inverse, ça va être des personnes qui justement vont dire en fait tout l'impact vient de moi, et à l'inverse, oui, ça peut paraître comme des positions égoïstes. Alors, on va essayer de donner une autre idée intéressante, c'est celle de la culture produit. Ça, c'est quelque chose qui reste assez intéressant. Je vais vous donner une phrase que nous disent très très souvent nos clients chez The Product Crew. Enfin, aujourd'hui, vraiment, on a travaillé avec des scale-up, des startups, des PME tech, beaucoup d'équipes, et on a eu cette chance-là de voir un gros panorama de marché. Et ce qu'elles viennent nous voir, c'est pourquoi est-ce que je recrute avec TPC. Au-delà de, on est un excellent service, on est des gens cool, on apporte beaucoup de valeur. C'est en fait, vous avez des membres produits et tech qui ont une vraie culture produit. Et ça fait la différence.
ça résonne avec les HR, avec les co-founders, parce que au-delà d'avoir de l'impact produit, c'est ce qu'ils recherchent pour toute leur organisation, c'est une organisation product driven. Nous, si on devait la synthétiser, une organisation product driven, c'est une organisation où qui vit, qui respire selon des principes people, process et product, des principes product comme le fait de toujours mettre en avant, toujours faire en sorte que la compréhension des problèmes soit plus importante que la mise en place des solutions, donc la recherche problème. Mettre en avant le fait que l'impact soit toujours plus important que l'output, quoi. On est plutôt impact driven que feature driven. Prendre des décisions data driven plutôt que opinion driven. Passer son temps à hacker, à chercher des solutions, focus sur le client. Ça, c'est des attributs, ça, c'est des principes produits, par exemple. Sur les principes people, c'est l'importance de recruter des gens. Ça a l'air bête dit comme ça, mais l'importance de recruter des gens très très forts, travailler, avoir une mission, une raison d'être, pas avoir d'ego, pas tomber dans le bullshit, quel que soit le sujet, faire en sorte que, voilà, je les descends, mais faire en sorte que la confiance soit plus importante que le contrôle. Et pareil, côté process, l'agilité, l'autonomie, faire en sorte que on puisse avoir le droit de faire des erreurs, aligner les écosystèmes. Tout ça, ça peut vous paraître, d'une importance moindre, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas en tout cas pour les gens qui vous recrutent. La preuve en est que vraiment les trois quarts des boîtes qui viennent nous voir recherchent des gens qui ont une culture produit. Voilà, je passe là-dessus. Aussi, on vous a mis ici les sujets qu'on voit le plus dans les roadmaps des startups qu'on accompagne. On leur demande souvent, toujours même, qu'est-ce qu'il y a sur votre roadmap en ce moment, sur quel sujet vous travaillez. L'internationalisation, beaucoup. Les sujets d'internationalisation, voilà, allez voir ce que c'est, regardez ce que c'est. Je me souviens qu'il y en a dans les cours du wagon, I18N, je me souviens de ce terme. L'automatisation, c'est des sujets en ce moment, beaucoup. Ah oui, dites-nous ce que vous avez, vous, dans votre roadmap, les grands sujets que vous taclez là en ce moment dans vos roadmaps, ça peut être hyper intéressant, pareil. Lancement de produits, effectivement, new marché, new business, on lance une nouvelle verticale, on teste quelque chose. Le product-led growth, évidemment, faire de la croissance à travers le produit, notamment à travers la rétention et l'engagement. Plus largement, les problématiques de rétention, d'engagement, d'acquisition, de conversion sont des grandes problématiques en ce moment. Si vous voulez, honnêtement, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de data, mais ces problématiques-là, nous, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup, qui peuvent être des problématiques de base, hein, l'acquisition, l'engagement, la conversion. C'est pas toujours des problématiques qui sont maîtrisées, et elles restent super importantes, donc n'hésitez pas à creuser. Et effectivement, en ce moment, sur les roadmaps, on a moins de sujets tech. On a moins de sujets on fait une refonte globale, on est en train de gérer notre legacy, et ainsi de suite. Facilitation d'activation, automatisation. J'ai juste oublié de préciser quelque chose d'assez important sur la dernière slide et je pense que ça va intéresser pas mal de gens, donc je vais juste revenir très rapidement dessus. Mais c'est un petit tip que j'aurais à vous donner en fait pour les personnes qui viendraient d'environnements, voilà, de grands groupes par exemple ou de boîtes qui soient moins reconnues sur la culture produit. Comment est-ce que vous pouvez justement montrer que c'est pas quelque chose qui sera un frein ou un point bloquant, car aujourd'hui il y a beaucoup de recruteurs, voilà, ça va être un feedback que j'entends souvent, c'est il vient d'un contexte qui est très différent d'une autre, très grand groupe, et pas hésiter justement à montrer sur votre profil LinkedIn, montrer de manière très concrète comment vous prenez les décisions produits, même si vous étiez en grand groupe, de montrer que vous bossiez dans des équipes réduites, qu'il y avait peu d'hierarchie, peu de politique, que les décisions pouvaient se prendre vite. En fait, il faut rassurer, disons, sur le fait que vous venez d'un contexte qui finalement ne soit pas si loin d'un mode de fonctionnement qu'on pourrait retrouver plutôt en startup scale-up. Voilà, en tout cas, c'est le petit tip que j'aurais à donner pour les personnes qui viendraient d'environnements un peu plus éloignés.
Ouais, effectivement, moins de problématiques tech, je rebondis sur ces filles dans le chat, oui, c'est ça, en fait, c'est tout simplement lié au fait qu'il y a besoin d'aller démontrer du ROI, chercher de l'impact, de la valeur très, très rapidement. Et du coup, bah, c'est moins priorisé dans les divers roadmaps. Et on crée parfois on crée de la dette tech. Après, ça dépend. T'as des gens qui gèrent extrêmement bien leur dette, enfin leur mise en prod et leurs produits et la tech, qui mettent en place beaucoup de tests. Donc ça dépend. Nous, on a eu l'exemple aussi d'une boîte qui à l'inverse, fait de la croissance, mais va beaucoup trop vite et a eu énormément s'est retrouvé avec une montagne de legacy, a dû faire, je sais pas, 4-6 mois de refonte. Il y a pas mal de vidéos qui te diront que la dette technique, ça se gère, hein, mais que le but, c'est pas qu'elle soit à zéro tout le temps, mais ouais. justement. C'est pas la mort de l'innovation, c'est vrai qu'au contraire, c'est justement innover plus rapidement. Par contre, voilà, et c'est toujours un espèce d'équilibre et des discussions à avoir, notamment avec les équipes tech. C'est l'idée de dire, bah voilà, là en ce moment, l'impact, les fonctionnalités plutôt orientées business sont celles qu'on va privilégier. Mais très d'accord avec ce qu'a dit Antoine dans le chat. En fait, ça dépend vraiment de ta phase de développement de ton produit. Si tu es vraiment au début, tu vas faire du quick and dirty, tu vas essayer d'aller très rapidement confronter ton produit au marché. Si tu es dans une phase beaucoup plus avancée, bah, tu vas être beaucoup plus dans l'optimisation. Et là, effectivement, faire beaucoup plus attention à ce que tu ships, etc. Donc non, tout dépend en fait de ton stade de maturité. Alors, on va avancer. Bam, bam. Alors là, on vous a mis des exemples de startups qui nous ont écrit elles-mêmes ce qu'elles recherchent. C'est des screenshots de ce qu'on peut trouver sur la plateforme de Prodico. Donc là, on est dans le cadre d'une startup qui fait de l'IA dans la médecine, qui recherche un senior product manager. Donc, dans les must-have, vous avez la distinction, un must-have, nice to have, classique. Dans les must-have, PM de moins 3-4 ans d'expérience. Le produit chez nous, super stratégique, impact super fort. Donc, on peut monter jusqu'à 6-7 ans. Là, typiquement, on est dans le cas d'une entreprise tech qui va privilégier soit quelqu'un qui est confirmé, 3-4 ans, mais avec qui elle sent que ça peut aller très, très loin, que peut y avoir une évolution extrêmement positive parce que la personne, bah, en fait, elle connaît très bien les sujets d'IA, de MedTech. Elle est super smart, elle fit d'un point de vue culturel. Ou alors, clairement, elle va se rendre compte au cours des process, ça a dû arriver à certains d'entre vous, au cours des process, elle va se rendre compte que, bah, en fait, le jump est un peu trop fort et on a besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience. Donc, on va débloquer plus de budget, on va trouver quelqu'un qui est individuel contributeur. On a eu la chance de rencontrer en entretien quelqu'un qui a été head of et qui accepte de moins manager. Et du coup, on part sur quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Ici, c'est contributeur individuel, effectivement, individuel contributeur. Forte expérience en ingénierie, produit très tech. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va avoir qui va avoir besoin d'avoir des bonnes connaissances côté engineering, côté tech. Et ça veut pas dire qu'il sort d'une école d'ingé. Ça répond à la question qu'on voyait en début. Est-ce qu'il y a un besoin de savoir coder et il y avait quelqu'un qui avait répondu dans le chat, non, pas besoin de savoir coder, mais besoin de comprendre. Et là, en fait, toute cette phrase l'explique. Il va falloir comprendre justement comment fonctionne le cloud, comprendre parfois les interdépendances qu'il peut y avoir entre telle partie du produit, avec la base de données également. Et ça va être ça qui va être demandé aujourd'hui. C'est pas de savoir coder, mais ça va d'avoir une bonne compréhension en fait de qu'est-ce qui va se passer côté back dans la cuisine quand on va faire telle action sur le produit. Voilà, exactement. Expérience dans le domaine du SaaS, de la création d'entreprise. Donc typiquement voilà, t'es lead senior dans une scale-up un peu SaaS. Tu t'intéresses à des sujets d'IA, tu adores la medtech. Tu te positionnes sur une offre comme celle-là. T'es un profil confirmé. Pareil, les sujets d'IA, d'engineering sont un peu ton pain quotidien. Tu t'as rejoint, enfin, tu as déjà une petite expérience en product, tu te positionnes là-dessus.
Voilà. Et dans les nice to have, connaître le domaine de la santé, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Ça revient assez souvent. Vous avez des secteurs d'activité où connaître le domaine est un must-have. Vous en avez d'autres où connaître le modèle est un nice to have, et le domaine, pardon. Et vous avez un troisième chose, c'est connaître le secteur, connaître le domaine est un no-go et rédhibitoire. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui n'ont pas bossé dans ce domaine d'activité parce que ça risque de nous casser notre capacité à innover, quoi. Oui, c'est des biais en fait. On a peur que la personne soit trop biaisée par rapport à sa connaissance du marché. Et donc, il y a quelques boîtes effectivement qui peuvent demander ça. Et alors, juste aussi, petit point d'attention sur la création d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui sera quasiment toujours valorisé pour un rôle de product manager. C'est justement d'avoir une expérience, que ce soit vous-même en tant que créateur d'entreprise ou une expérience dans une boîte très early stage, donc qui comportait une part assez entrepreneuriale. Mais ça va toujours rassurer, disons, sur votre capacité à gérer dans un environnement avec beaucoup de complexité parfois, ou beaucoup de flux, de bruit, et naviguer finalement sans avoir toutes les infos. C'est quelque chose qui va être... Il y a une question qui a été posée, la partie question, mais c'est plus une question qui est propre à une personne. C'est qui dit, dans son entreprise, ils ont tendance à remplacer des profils QA fonctionnels par des PO juniors ou proxy PO dans cette logique d'impact. Est-ce que c'est une tendance que vous avez vue dans le marché actuel ou c'est propre à son entreprise? Les profils QA par des proxy PO, donc vraiment orienté que sur de la delivery, etc. À la place des profils QA fonctionnels. Ce n'est pas une tendance on ne pourrait pas parler de tendance, selon moi. D'accord. Yes. Alors, on va essayer de un tout petit peu accélérer histoire d'avoir fini d'ici 50-55. Deuxième exemple, une startup média qui recherche un product designer, must-have, organisé, autonome. Donc, souvent, c'est intéressant, mais souvent, dans les must-have, ils vont pas mettre l'ensemble, en tout cas, lorsqu'on travaille ensemble avec les boîtes vont pas mettre l'ensemble des critères recherchés, mais plutôt les plus importants. Et souvent, ça va être des critères qu'ils n'ont pas en interne, mais veulent développer à fond. Et donc là, clairement, organisé, autonome. Je te donne des objectifs, tu sais t'organiser, ta carte blanche pour les atteindre. Clairement, là, c'est la VP qui parle. No go, quelqu'un qui a besoin de validation, d'avoir des steps bien définis, sera perdu dans notre contexte de croissance. Nice to have, B2B ou B2B2C. Ça vous montre justement que le profil entrepreneur, c'est pour ça que ça marche bien, parce que justement, on sait qu'un entrepreneur ne va pas hésiter à prendre des décisions, et ça revient aussi avec ce qu'on vous avait dit sur la capacité d'être un doueur. Et là, on se rend compte que pour une offre comme celle-là, on peut se positionner même si on est junior ou confirmé. On n'a pas besoin d'avoir fait 6-7 ans être individuel contributeur. Ça dépend, ça va vachement dépendre. Et ça, c'est un vrai tip qu'on aurait à vous donner pour ceux qui veulent se lancer dans le métier. Alors, ça peut faire peur. Je sais que c'est pas forcément, ça peut être contre-intuitif même de se dire je vais me lancer en tant que premier profil produit alors que j'ai pas forcément d'expérience produit. Mais sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont démarré le métier comme ça, en se lançant dans une aventure entrepreneuriale, en venant finalement se former directement sur un produit et qui, par la suite, ont pu développer une véritable expertise, monter en compétences et puis même atteindre des rôles parfois de head of product, etc. Marion, chez nous, tu as la nomenclature junior confirmé senior. Donc, junior, tu débutes, confirmé, tu as déjà une première expérience. Senior, tu as déjà 2-3 expériences en product. Et tu as la nomenclature expert généraliste. Expert, c'est voilà, tu as développé une ou plusieurs expertises sectorielles, compétences, ce genre de choses, versus tu es généraliste et tu touches de tout. Voilà, ce que les candidats recherchent beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous recherchez beaucoup lorsque vous candidatez dans un job? Qu'est-ce que vous recherchez beaucoup? Ça m'intéresse aussi beaucoup. La vision, ça fait partie de ce qu'on constate aussi. Pas de micromanagement, effectivement, être utile, donc l'impact, on est dedans. Challenge intellectuel et humain, oui. La culture produit. Pas de bullshit. Ouais,
ouais, faire de la discovery, ça, on le voit beaucoup. Du product-led, on le voit pas mal. Ouais, le besoin d'avoir accès à son utilisateur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui ressort assez souvent. Ouais. La frustration de certaines personnes qui peuvent être dans des groupes qui ont du mal à parler à leurs users. Ouais, effectivement. Le test runner. Alors, il y a à peu près toutes les notions qu'on évoque, plus la notion management. C'est vrai qu'on aurait pu évoquer ici la notion de management, pas de micromanagement. On a rajouté aussi la notion de volume qui est important à comprendre parce que nous, ce qu'on lit entre les lignes, c'est que beaucoup de nos candidats avec qui on travaille cherchent des entreprises tech qui ont pas mal de volume. Alors, ça peut être très intéressant parce que ça peut être très intéressant, quel que soit son parcours, de regarder les boîtes qui ont justement un faible volume, mais qui apportent beaucoup de valeur à ce faible volume d'utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose et que on peut probablement aller loin. Regarder par exemple une boîte comme De Facto. Alors, je vais effectivement avancer. Après le product, les débouchés. Donc ça c'est aussi une question qu'on nous pose. Il y a pas mal de débouchés. Il y a évidemment tous les débouchés métiers, tous les débouchés sectoriels. Voilà, je suis CPO, je reviens individuel contributeur, ou alors je suis CPO dans une scale-up. Je vais bosser sur la transformation digitale d'un grand groupe. Enfin, bref, il y a énormément. Ou alors je suis product designer, je suis pas senior. Enfin, bref, il y a énormément de sujets. Mais une fois qu'on a un peu quitté cet environnement product, bah, vous avez également énormément de débouchés. En fait, ce qui est bien, c'est que le produit, ça vous apprend à quelque part, c'est un peu du proxy entrepreneuriat. Donc, vous pouvez devenir entrepreneur, cofondateur. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des ex-product, faire du mentoring, passer côté opération, côté ops. Ça c'est aussi quelque chose qui est vachement qu'on voit, c'est des use cases qu'on voit. Passer CMO, on a des gens qui étaient product marketing ou bien qui étaient product, qui avaient une forte casquette marketing, CMO, ou bien passer côté fonds d'investissement. On a pas mal de products qui passent côté fonds d'investissement aussi. Ça, c'est un peu les débouchés qu'on voit. Côté géographique, nous, ce qu'on voit sur les villes qui sont les plus, on va pas se cacher, le marché parisien, c'est 80% des offres. Chief Marketing Officer, Julien. Mais voilà, vous avez d'autres hubs en France. Vous avez Nantes, Bordeaux, Lyon, Montpellier, où vous avez des entreprises hyper intéressantes, hyper dynamiques, une scène locale naissante, mais qui se structure. On aurait pu rajouter Marseille aussi. Voilà, avec des entreprises, des exemples qu'on vous a mis ici, qui me paraissent pas mal. Adagio, Batik, Lydie, Lucas, par exemple. Agicap aussi. Agicap à Lyon, ouais, effectivement. Très belle boîte tech, justement. J'en parlais un peu plus tôt. La compta pour les indépendants. Très grosse tendance. Umi à 5 minutes de chez moi. On a pas mal de freelance aussi très rapidement. Antoine nous pose une question. Alors, on constate quand même que le marché n'est pas facile en ce moment pour les profils freelance. Moi, je parle à pas mal de freelance qui reviennent vers du CDI. Je ne vais pas dire que c'est une tendance lourde, mais effectivement, il y a moins de missions et les missions proposées, disons, ne font pas toutes rêver. Donc, je vois de plus en plus de profils qui reviennent plutôt vers le CDI en termes de tendance. Ouais, c'est toujours quand tu es dans un contexte comme celui dont on est, les boîtes, elles vont privilégier, en fait, surtout les petites boîtes, elles vont privilégier soit des fonctions très techniques, donc dev, design, soit des fonctions soit elles vont avoir du besoin d'expérience, elles vont pas avoir les fonds pour, donc elles vont privilégier de l'intérim head of product, de l'intérim CPO pour les accompagner sur telle ou telle problématique à 2-3 jours par semaine. Donc voilà, après positionne-toi en fonction à toi de te positionner en fonction de ça. Autre chose, mais on va en parler, c'est sur les salaires. Donc les rémunérations des products, là vous avez des moyennes. Ça c'est issu d'une grosse enquête qu'on a réalisée cette année. Ça va de PO à CPO et les moyennes, quelles que soient les régions, quelles que soient les types d'entreprises, les phases dans lesquelles vous êtes. Vous avez toute l'étude, vous pouvez la retrouver sur notre site web ou alors les simulateurs de salaire. Vous avez ça va vous permettre de vous positionner, de savoir si c'est intéressant l'état de vos négociations pour votre prochain job ou alors votre M actuel.
En tout cas, ce qu'on constate sur la REM, que ce soit product manager ou alors product designer encore plus, c'est que on n'est pas sur une tendance à la baisse, mais on est sur une tendance à la baisse de la hausse. Donc moins de dingueries du type je passe de 55 à 60. Ça vole pas haut. Alors ça dépend encore une fois, ça dépend avec qui tu compares. Si tu compares à ChatGPT ou à OpenAI ou un dev touche en moyenne 925 000 $ par an, vraie data, effectivement ça vole pas haut. Si tu compares à d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité, ça peut être quand même hyper intéressant. Le lien QR code ne fonctionne pas. Alors on va t'envoyer un lien. On va t'envoyer les liens. On va vous envoyer les liens. Ok. Les raisons pour lesquelles c'est des questions sur les salaires. Je vais pas vous demander quel est votre salaire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. Les raisons qui reviennent le plus, d'après notre enquête, les 2/3 des personnes interrogées, je crois que c'est plus de 2500 personnes interrogées, envisagent de changer en 2023. Et les raisons qui reviennent le plus et qui recoupent pas mal nos discussions, c'est en ce moment, mon salaire s'est tendu. Alors, trop faible, c'est surtout, il évolue pas beaucoup, quoi. Ensuite, nouveaux défis, problèmes de management. On a eu de plus en plus de questions de management ces dernières années et je pense que c'est lié à la pression de la renta, quoi. Je déménage. Grosse tendance au déménagement qui a un peu connu une décélération là sur les 6 derniers mois, mais post-Covid, grosse tendance. Besoin d'impact, difficultés économiques dans ma boîte, ouais. Besoin d'indépendance. Les moyennes, Nadia, c'est vraiment toute région confondue, tout secteur d'activité confondu. Après, dans l'étude, on précise par région, par secteur, par phase d'entreprise, et ainsi de suite. L'étude est assez complète, hein. Elle fait 88, 92 pages, je sais plus, elle est pas mal. Plus intéressant en France, alors ça dépend, encore comme toujours, hein, si tu tapes les marchés new-yorkais, ou des hubs comme New York, San Francisco, la vie est très chère, mais évidemment, tu seras beaucoup mieux payé. Suisse, très intéressant. Angleterre, pareil, Londres, c'est cher, mais tu seras beaucoup mieux payé. Après, t'as d'autres hubs, quoi. Hop. Mais voilà, enfin, juste pour revenir sur le salaire, nous on répond pas trop à la question. Là, on n'a pas trop répondu à la question comment gagner plus. Mais si vous voulez un début de réponse à cette question-là, comment gagner plus lorsqu'on fait du produit, l'expertise clairement fait la différence. Le fait d'être expert sur tel secteur, sur tel skills, enfin, on vient vous chercher pour cette expertise-là. Il y aura vos talents de négociateur évidemment en entretien, mais ça c'est du court terme. Sur le moyen long terme, ce sera surtout votre expertise. Et là où vous les avez exercés, évidemment, c'est pas la même chose de les avoir exercés dans une boîte qui a explosé que dans une boîte qui n'a pas explosé. Notice. Alors là, je vais vous demander de m'accompagner. Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui cherche un emploi côté product en ce moment? Nous, les nôtres, c'est se former, notamment l'IA, le no-code. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit, c'est être très orienté impact et discovery. Vous avez pas mal de bouquins, vous avez pas mal de réflexions à mener autour de ça. Devenir très fort là-dedans, très fort en discovery. Bosser sur un produit tech en side, mais ça je le recommande tout le temps parce que on ne sait jamais où ça peut vous mener. Tous les jolis projets entrepreneuriaux ont commencé comme ça. Rencontrer des products, c'est comme ça que vous allez connaître les tendances marché, que vous allez demander les conseils à des gens, que vous allez développer votre réseau, quoi, tout simplement. Et en skills également, on pourrait rajouter, parce que c'était une question qui était venue tout en début de webinaire, en hard skills, il y aura la priorisation. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir faire constamment en tant que product, que ce soit sur des enjeux plus high level, de prioriser quelle direction prendre d'un point de vue strat vision, que sur des enjeux très orientés sur le delivery, de comment prioriser pour shipper un maximum de valeur dans la fonctionnalité qu'on va sortir, pour gagner en vélocité sur le sprint, etc. Et donc voilà, avoir des frameworks et des méthodes de priorisation qui soient éprouvées. Yes. C'est un bon tips. La partie gestion de projet également. Yes. On va essayer d'accélérer, de conclure. Effectivement, Jocelyn, tu as raison.
très rapidement, on vous a mis quelques ressources. N'hésitez pas à prendre un screenshot, de toute façon, je pense que vous aurez la presse. Mais là, vous allez avoir des ressources assez intéressantes qui sont en termes de communauté à rejoindre. Moi, je suis sur pas mal de Slack, honnêtement. La communauté du wagon est hyper active. Le French Produit, The Product Crew, évidemment. Des newsletters, il y en a beaucoup, mais sachez garder celles qui sont les plus intéressantes. Les newsletters, c'est canon. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. Et des livres, pareil, il y en a énormément, mais si vous en maîtrisez 4-5 qui sont vachement bien, bah, honnêtement, et que vous partez des méthodes et des principes qu'on vous donne, bah, c'est déjà énorme. Vous avez Discovery Discipline de Rémi Guillot. N'hésitez pas à nous rajouter des ressources que vous préférez aussi dans le chat. Moi, ça m'aide beaucoup aussi pour ma veille personnelle. Vous avez Discovery Discipline, vous avez Inspired, qui sont des classiques. Marty Kagan. Vous avez Art Things About Art Things, que moi j'adore, qui est un livre pour product/entrepreneur de Ben Horowitz, qui a été remasterisé. Même test pour la Discovery, ouais, pas mal. J'en ai pas mal entendu parler. Refactoring UI, Clé de voûte, très bon podcast. Rework, moi j'adore ce bouquin, je l'ai lu plusieurs fois. C'est Basecamp qui est derrière. Ce sont des méthodologies de productivité et de travail. Je pense qu'ils vont en refaire une édition là maintenant avec l'IA. C'est un grand classique culture produit et organisation et productivité. Donc voilà nos recommandations. La Product Conf, une messe. Voilà, on arrive au terme. J'espère que ça vous a intéressé. Nous, on a un ou deux trucs à vous partager. Première chose, c'est que vous pouvez nous rejoindre en tant que candidat directement sur notre site web ou en tant que membre de Product Crew. Ou alors en tant que recruteur, si vous voulez discuter de vos enjeux en ce moment ou autre. Donc vous avez ça, première chose. Et deuxième chose, un message important que je voulais relayer moi aujourd'hui, c'est qu'en ce moment on recrute des coachs et recruteurs pour accompagner nos startups et nos candidats. Et si vous sentez que vous avez ce profil-là, donc à la fois un peu de fibre sales, une bonne culture tech et produit et que vous recherchez une bonne aventure entrepreneuriale, n'hésitez pas à me dropper un mail, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je serai super ouvert, si vous pensez que ça fait sens par rapport à votre parcours, je serai super ouvert à la discussion. Donc n'hésitez pas, en ce moment on recrute ce genre de profil. Et il me semble que Ursula voulait intervenir aussi une dernière fois. Alors, très rapidement, parce que je vois que tout le monde part et je sais qu'on a pris beaucoup de votre temps. C'est juste pour vous remercier. Remercier Mehdi et Pierre pour cette présentation. Merci beaucoup. C'était super. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, j'espère que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par le wagon, voici un petit QR code. On se fera plaisir de vous répondre par rapport à nos formations, tournées product. J'ai vu du growth, j'ai vu de l'automation. N'hésitez pas. Je vous remets le lien aussi de nos prochaines sessions tournées vers le product toute cette semaine, notamment à la data, notamment à Quanto, d'autres retours justement concrets d'entreprises qui utilisent le product dans différents secteurs, dans différents métiers. Donc, n'hésitez vraiment pas à regarder et à assister, à aussi venir poser vos questions. Je m'arrête là parce que je sais que vous avez tous faim. Et je remercie encore une fois Pierre et Mehdi. N'hésitez pas à les contacter sur LinkedIn, à les contacter aussi sur The Product Crew, à prendre tous les QR codes, enfin tous les contacts. Sachez que ce replay sera accessible aux personnes qui ont participé à l'événement. Vous allez le recevoir par mail. Donc, vous allez pouvoir revoir tout ce qu'on s'est dit, revoir toutes les présentations, revoir toutes les questions qui ont été posées, etc. C'est des choses qu'on est passées plus ou moins rapidement. Et donc, je m'arrête là, promis, arrête de parler. Merci encore à tous et à toutes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain. Yes, bon après-midi, à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir.